Bonjour, dans la capsule aujourd'hui, on va parler des arthropodes. Les arthropodes, ça regroupe entre autres les insectes, les arachnides et les crustacés. Donc, on va aller voir les principaux là, qui peuvent causer des infections chez l'humain ou qui peuvent être des vecteurs de ces infections-là aussi. Donc, si on commence, bon, la distinction entre les arachnides et les insectes, là, pour être clair, les arachnides, dans le fond, ce sont des petits êtres vivants là, qui ont 8 pattes, tandis que les insectes n'en ont que 6. Donc, si on commence par les poux, ok, donc vous avez une image là, en haut à droite. Donc, les poux communs qui causent la pédiculose, donc vont s'attaquer au cuir chevelu. On a tous peut-être soit connu ça ou vécu ça peut-être à l'école. Moi, en ayant des enfants, là, c'était une des choses là, pas qu'on craignait dans le sens d'avoir peur, mais qu'on redoutait parce que c'est du trouble, mais de recevoir une feuille de l'école nous informant qu'un enfant, peut-être de la classe, de nos enfants, donc était affecté par des poux. Donc là, l'école nous demandait d'inspecter la tête des enfants de façon rigoureuse. Euh, pour moi, bon, j'ai 2 garçons, puis les deux préfèrent avoir les cheveux courts, donc c'était peut-être un petit peu moins complexe. Mais je veux qu'on mette quelque chose au clair. Quand on parle de poux, là, c'est pas une question nécessairement de propreté. Quelqu'un pourrait se laver les cheveux tous les jours, avoir une hygiène irréprochable, puis être en contact avec quelqu'un qui a des poux et en être infecté. OK? Donc, c'est pas une question seulement de pauvreté ou de misère ou quoi que ce soit, là. Donc, vous pouvez être très propre, mais vous êtes à proximité de quelqu'un qui a des poux, puis les poux vous sont transmis. D'ailleurs, pour avoir une infection par des poux, il faut être vraiment en contact très proche avec quelqu'un qui en a. C'est pas vrai que les poux là, peuvent sauter à 2 mètres d'une personne puis y atterrir. Donc, ça prend un contact étroit, donc tête à tête, par objet interposé. Donc, vous utilisez la même brosse à cheveux, le même peigne, casquette, tuque, etc. euh, à quelqu'un. Donc, si vous avez des poux, c'est parce que vous avez été près de quelqu'un. Puis souvent, bon, je l'ai vu, je l'ai vécu, des gens qui ont des poux et qui ne veulent pas le dire, ou des parents qui ne veulent pas dire que leur enfant a des poux, laissent l'enfant jouer avec les autres, puis là, ils contaminent les autres amis. Ils ne le disent pas parce que beaucoup de gens voient l'infection par les poux comme étant quelque chose de honteux. Ça ne l'est pas. Okay? Puis souvent, la comparaison que je fais, euh, quand tu as des poux, c'est parce que tu as été près de quelqu'un. Ça veut dire, peut-être, je sais pas moi, tu as des amis. Okay? Tu as fait un câlin à quelqu'un, tu as été assez près de quelqu'un pour emprunter ou qu'il te prête sa tuque, son chapeau, sa casquette, brosse à cheveux, comme j'ai dit. Donc, tu as des amis. Okay? Tu es proche de quelqu'un quand tu as des poux. D'accord? Tandis que quand on a la gastro, on n'est jamais gêné de dire ah, j'ai la gastro, je ne peux pas aller travailler. Mon enfant a la gastro, il ne peut pas aller à l'école, à son match de hockey ou peu importe. Quand on a la gastro, ça veut dire qu'on a eu une contamination fécale orale. Ça veut dire que vous avez mangé quelque chose ou bu quelque chose qui est sorti de l'anus d'une autre personne. C'est quoi qui est le plus gênant? Avoir la gastro ou avoir des poux? Je vous laisse décider. OK? J'en fais une blague, là, mais c'est un petit peu comme ça. Donc, les poux, comme tel, donc, ça peut créer bon, l'irritation, les démangeaisons, puis des problèmes comme cela. Mais parfois, les poux peuvent aussi être vecteurs de certaines infections, là, comme le typhus ou la fièvre pourprée des montagnes rocheuses, là, deux infections qui sont causées par des bactéries de type Rickettsia, donc des bactéries intracellulaires obligatoires. Donc, ce n'est pas simplement la présence du pouls, ça peut être une infection bactérienne qui en résulte. L'autre exemple que je donne, ce sont les poux du pubis, communément appelés là, les morpions. Donc, un peu comme les poux du cuir chevelu, eux vont s'attaquer aux poils situés au niveau des organes génitaux. Donc, ça devient à ce moment-là une ITS, une infection transmise sexuellement. Et là, il y a quelque chose de particulier. Ces poux-là, okay, ne peuvent pas survivre, par exemple, à la base de poils ailleurs sur le corps. Donc, depuis quelques temps, okay, je ne sais pas si c'est une mode ou peu importe, il y a plusieurs personnes qui se rasent les poils pubiens. D'accord? Donc, si cette pratique-là se répandait, disons, à la grandeur de la planète, on va le dire comme ça, eh bien, les poux du pubis ou les morpions pourraient disparaître. Parce que s'ils n'ont plus d'hôtes sur lesquels il y a des poils pubiens où ils peuvent s'accrocher, eh bien, les poux vont mourir.
D'ailleurs, même, je reviens, je fais une petite parenthèse, je reviens sur les poux au niveau de la tête. Par exemple, un enfant, ou même moi, si j'avais des poux, bon, ça se pourrait qu'il y en ait, par exemple, sur je sais pas, mon oreiller quand à mon réveil. Donc, les poux, comme tels, s'ils ne sont pas sur la tête de quelqu'un après 24 heures, ils vont mourir. Donc, par exemple, si vous voulez décontaminer, on va dire, la chambre de votre enfant, ce que vous pouvez faire, c'est barricader la porte, là, votre enfant couche ailleurs pendant que vous lui faites ses traitements au niveau des cheveux, puis vous laissez la chambre sans que personne y aille pendant, je ne sais pas moi, 48 heures, puis au pire, vous pouvez laver les draps aussi et les têtes d'oreiller, mais les poux devraient mourir. Si c'est l'hiver, ce que vous pouvez faire aussi, c'est fermer la porte, ouvrir les fenêtres. Okay, juste la température froide va tuer les poux. Fait que ça, c'est une façon de faire aussi. Mais là, si je reviens aux poux du pubis, donc eux ne survivent pas s'il n'y a pas de poils pubiens. Donc, si tout le monde se rase, okay, eh bien, les morpions vont disparaître. Puis, je suis pas mal certain que personne ne va pleurer l'extinction des poux. Là. On va tous pleurer la disparition des ours polaires ou des animaux qui sont un petit peu plus cute. Là. Mais poux du pubis, pas sûr que personne ne va se plaindre. L'autre, Sarcoptère scabii, qui est un acarien, donc qui est un arachnide, c'est pas un insecte, un acarien. Donc, les acariens, on couche avec eux tous les soirs, donc c'est pas anormal qu'il y en ait dans un lit. En fait, les poux, pas les poux, pardon, les acariens recherchent dans le fond l'humidité et vont aussi rechercher la présence de cellules, donc des peaux mortes, par exemple, que vous perdez pendant la nuit. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que bon, pendant que vous êtes couché, c'est ça qui va être le fun, là. Quand vous êtes couché, les acariens qui sont dans votre matelas vont remonter vers la surface, profiter de l'humidité et de la chaleur que vous procurez, et vont se nourrir, vont se reproduire, etc. Mais quand vous quittez le lit, la température va baisser et souvent, puis l'humidité aussi, ils vont avoir tendance à retourner un petit peu plus profond là, dans le matelas, euh, dans le fond, pour survivre. Donc, les acariens peuvent généralement causer deux problèmes pour la santé humaine. Il y a des personnes qui sont allergiques aux acariens, et là, on est allergique à quoi quand on est allergique aux acariens? Vous êtes allergique aux déjections, donc au caca d'acariens, quand vous êtes allergique à ça. Donc, les acariens ne veulent pas. S'ils vivent dans vos matelas, dans vos draps, dans vos oreillers, donc ils vont s'y reproduire, mais ils vont aussi y déféquer. Donc, c'est cette matière-là qui s'accumule éventuellement et qui va vous rendre malade, allergique. L'autre infection, c'est la gale. Et à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que les acariens entrent dans votre peau, font des petits sillons, s'y reproduisent. Donc, dans le fond, ils se reproduisent dans votre peau et ça va créer plein d'irritations. Puis, vous allez avoir des marques assez importantes là, sur la peau. Donc, ça se traite à ce moment-là, mais c'est quand même désagréable, les démangeaisons et tout. Autre arthropode, donc dans ce cas-ci, les punaises de lit, c'est un insecte. Donc, on voit ici, là, vous avez une punaise de lit. C'est quand même pas très gros. L'image donne l'impression que c'est un monstre. Donc, c'est une très, très petite bestiole, un petit insecte. Celui-là, vous ne voulez pas en avoir. Okay? Autant les acariens, bon, c'est pas, on ne le souhaite pas, mais ça ne dérange pas la plupart des gens. Mais les punaises de lit, si vous en avez, ça va vous déranger. Puis ça, anecdote là-dessus, moi, j'en ai eu dans un de mes apparts. En fait, c'était ma blonde de l'époque qui habitait à Montréal. Il y en avait eu dans leur bloc. Puis souvent, c'est dans tout le bloc là, que ça se passe. Puis bon, moi, j'allais là la fin de semaine parce que bon, je travaillais en Outaouais, ma copine de l'époque était à Montréal. Donc, je faisais l'aller-retour en fin de semaine. Puis, ben, à un moment donné, j'ai mis, je sais pas, mon sac de voyage, mes vêtements et tout. Puis, bon, j'ai ramené ça en souvenir à Gatineau. Puis, bon, quand on l'a réalisé, c'est cette copine-là de l'époque qui avait des piqûres, des morsures sur la peau. Donc, dans le fond, les punaises de lit, pendant que vous dormez, vont aller vous piquer. Et souvent, ce que ça fait, c'est des lésions sur la peau, puis il va y avoir des taches de sang aussi sur les draps ou le matelas. Donc, on l'a réalisé. Elle m'a appelé, j'ai vérifié. Moi, je n'avais pas de piqûre comme telle sur mon corps, mais j'ai regardé, puis j'ai vu qu'il y avait des punaises. Puis des fois, on va voir aussi soit les œufs ou des petites taches de sang, justement. Donc, si vous regardez dans les matelas, par exemple, ça, c'est peut-être un truc à faire là, si vous allez à l'hôtel ou quoi que ce soit. Vous pouvez inspecter un petit peu la chambre.
Puis souvent, les punaises de lit vont se cacher dans les coutures sur le bord des matelas. Donc, vous pouvez inspecter ces régions-là. Si vous voyez des petites taches, des petits œufs qui sont comme noirs un peu, vous voyez les punaises de lit aussi, des traces de sang, c'est peut-être une bonne idée soit de changer de chambre ou peut-être même de changer d'hôtel. Et quand vous êtes à l'hôtel aussi, pas mettre vos valises, vos sacs par terre directement ou sur le lit. Idéalement, placez-les sur une table ou un meuble en bois, donc un endroit où les punaises ont moins tendance à se retrouver. Donc, à ce moment-là, vous avez moins de chances d'en ramener justement à la maison. Punaises de lit, dans le cas de votre travail, un ancien coordonnateur de votre programme m'a conté une anecdote assez spéciale là-dessus. Il s'est présenté donc à un endroit, puis c'était bon, un milieu peut-être un petit peu plus défavorisé, avec peut-être des problèmes de santé mentale et tout, un peu de misère humaine, comme il l'a dit lui-même. Puis la personne, il y avait tellement de punaises de lit dans son milieu de vie, là, il en avait sur lui, sur ses vêtements, on les voyait sur les meubles, etc. Donc, puis il me disait qu'il pouvait enlever, là, les prendre avec ses doigts, là, puis soit les écraser ou les tasser. Là. Donc, dans des situations comme celle-là, il faut être conscient que vous devrez faire attention à vous, c'est sûr, mais peut-être retirer vos vêtements avant de rentrer chez vous, puis les mettre dans un sac fermé, puis nettoyer ça peut-être à l'eau chaude ou quoi que ce soit, parce que vous ne voulez pas amener ça à la maison, parce qu'une fois qu'elles sont installées, ces punaises-là, ça peut être difficile de s'en débarrasser, il faut faire venir des exterminateurs. Et les exterminateurs donc utilisent des produits chimiques et beaucoup de punaises de lit deviennent résistantes à ces produits-là. Donc, ça peut devenir plus problématique de les éliminer. Et aussi, une autre stratégie qui peut être utilisée, on l'a vu, cette stratégie-là utilisée là, dans des blocs appartements là, à New York, dans la ville de New York, c'est amener des espèces de grosses fournaises, on va dire portatives, là, où on chauffe l'appartement à plus de 60 degrés Celsius. Okay? Donc là, il ne faut pas oublier vos plantes, il ne faut pas oublier le chat, il ne faut pas oublier je sais pas moi, votre perruche ou peu importe l'animal que vous avez à la maison, là, parce qu'on chauffe l'appartement à une température vraiment très élevée. Ça peut être intéressant si vous vivez dans une maison unifamiliale, quoi que ce soit, mais en bloc appartement, en condo, ben souvent si les punaises peuvent se promener d'une place à l'autre, faut pratiquement que le bloc au complet y passe. Là. Donc, si vous êtes dans une unité de 40 logements, ça peut être compliqué un petit peu. Parce que si vous désinfectez, on va dire comme ça, votre appartement, ben, peut-être qu'une semaine plus tard, les punaises vont avoir migré d'un autre appartement au vôtre. Donc, il faut faire attention à ça. L'autre, je vous le montre. J'en parle beaucoup là, en hygiène dentaire parce que c'est un type d'infection qui peut se retrouver au niveau de la bouche. D'ailleurs, vous allez voir la vidéo. Là. Dans ce cas-ci, donc, c'est une mouche. Cochliomia omnivorax. Je me suis pratiqué un peu avant de le dire. Donc, cette mouche-là dépose ses œufs sur le bord d'une plaie ou d'une cavité naturelle, comme la bouche. Donc, si vous avez, par exemple, des lésions au niveau de la bouche, je ne sais pas moi, une dent qui a été arrachée, ou parfois c'est une dent qui est tellement en mauvais état que la carie est profonde, puis la mouche peut aller pondre ses œufs dedans. La mouche peut pondre ses œufs aussi dans des plaies sur la peau. Puis on va voir ça aussi beaucoup chez les animaux de ferme. S'ils ont une lésion, la mouche va pondre là-dedans. Donc, quand ça se produit chez l'humain, c'est sûr que c'est souvent dans les milieux un petit peu plus pauvres. Peut-être encore une fois la misère sociale, santé mentale, des choses comme ça, parce que bon, quelqu'un, soit qui a les moyens, va aller faire traiter ça le plus rapidement possible. Mais je vais vous montrer la petite vidéo qui n'est pas nécessairement le fun à regarder. Donc, soyez avertis, là, si vous avez le cœur sensible, là, ne regardez pas cette prochaine vidéo. Donc, on voit au niveau de la gencive là, les larves de la mouche qui se développent. Donc, on voit les dents qui sont maganées, les plis au niveau de la gencive. Donc, c'est ça. C'est assez incroyable. Un autre acarien, ceux-là, ça ne vous fera peut-être pas plaisir non plus, là, mais de savoir que vous avez peut-être des acariens comme ceux-là qui vivent à la base de vos follicules pileux. Entre autres, on en retrouve parfois au niveau des cils et des sourcils. Donc, c'est des acariens, un peu comme ceux qui vivent dans votre lit, mais ceux-là vivent à la base de vos poils. Intéressant, puis anecdotique. Ils sont dépourvus d'anus. Donc, dans le fond, ils accumulent
leur matière fécale tout le long de leur vie. Okay? Donc, vous avez peut-être des acariens remplis de caca dans vos poils. Généralement, ils sont inoffensifs, mais dans certains cas, ils peuvent causer des rosacées, puis des rosacées peut-être assez importantes là, qui peuvent provoquer de l'enflure au niveau du visage. Donc, on a vu aussi, bon, il y a plusieurs insectes, plusieurs arthropodes qui peuvent être vecteurs. Donc, ce n'est pas l'insecte qui vous cause nécessairement le problème, mais lorsque l'insecte vous pique, l'insecte ou l'arachnide vous pique, eh bien, il vous transmet quelque chose. Donc, on a vu déjà des maladies comme celle-là, puis on va en voir d'autres dans le chapitre sur les virus bientôt. Mais si on pouvait me donner, par exemple, des exemples de maladies transmises par des vecteurs, ben, on pourrait penser au paludisme ou la malaria. La petite tique que vous voyez en bas à droite, on peut penser à la maladie de Lyme, okay, Lyme disease. On peut penser, on en a vu, là, on a vu des vers, okay, les vers filaires qui sont transmis là, par certains moustiques et qui causent l'épanthiasis. On peut penser aussi, là on ne les a pas vu les virus, mais bon, la fièvre jaune, le virus Zika peuvent être transmis par des moustiques, le virus du Nil va être transmis par des moustiques. Donc, il y a plein d'exemples comme ceux-là où un insecte est le vecteur du micro-organisme qui vous infecte. D'ailleurs, on va en voir d'autres dans les diapos qui suivent. Avant les diapos qui suivent, donc, les vecteurs comme tels, donc les arthropodes, on parle d'1 million d'espèces. Les arachnides, comme je l'ai dit, c'est 8 pattes. Donc, là-dedans, on a les araignées, les acariens et les tiques. Okay? Les tiques font partie des arachnides et non pas des insectes. Puis l'acarien, donc Sarcoptes scabiei qui cause la gale, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, si on revient, là, bon, les acariens, on a parlé, bon, la gale, on a parlé d'allergies. Puis les tiques, bon, c'est la maladie de Lyme qui est peut-être l'exemple le plus commun. Pour les crustacés, là, vous allez me dire, ben, on ne va pas attraper une maladie nécessairement de crabe et d'écrevisses. Ouais, mais rappelez-vous, okay, la douve pulmonaire peut être transmise par les écrevisses / homards. Okay? Donc, oui, ils peuvent nous transmettre, ils peuvent être le vecteur d'infection comme celle-là. Les insectes, les abeilles. Là, vous allez me dire, crime, les abeilles, ça fait du miel, là, à moins que je sois allergique et qu'elles me piquent, mais ce n'est pas ça que je veux parler. Okay? Les abeilles, lorsqu'elles produisent du miel, okay, elles peuvent transporter la bactérie Clostridium botulinum et il est possible qu'il y ait de très petites quantités de toxines botuliques qui soient libérées dans le miel. Okay? Donc, dans le miel, il pourrait y avoir une petite quantité de cette toxine-là, toxine qui peut causer des paralysies mortelles. Donc, dans le miel, okay, moi, à mon âge, ce n'est pas un problème, mais pour les enfants de moins de 1 ou 2 ans, ce n'est pas recommandé de leur donner du miel parce qu'eux, à leur âge, ça pourrait être suffisant pour causer des problèmes. Donc, les abeilles peuvent être vecteurs d'infections comme celle-là. Les mouches, on a parlé de la mouche tsetse qui transmet la maladie du sommeil, donc qui transmet un protozoaire. Les mouches aussi peuvent être des vecteurs de bactéries. Là, encore une fois, vous faites un pique-nique, surtout l'été au Québec, vous mangez à l'extérieur, vous faites un barbecue. Les mouches vont dans l'environnement, sur la terre, des fois sur des excréments de vos chiens, de vos chats ou autres animaux. Puis là, vont se déposer sur vos aliments. Donc, il peut y avoir des bactéries comme ça qui vont être transportées. Les poux, on en a parlé un petit peu tantôt. Les moustiques, ben là, il y a plein de maladies transmises par des moustiques. Donc, ce qu'on peut faire, au-delà de traiter l'infection comme telle chez le patient, ben on peut essayer de contrôler ou d'éradiquer les vecteurs eux-mêmes. Donc, par exemple, faire de l'épandage de produits chimiques pour tuer les larves. Il y a même, contre la malaria, là, on utilise des bactéries de type Bacillus. Puis ces bactéries-là s'attaquent aux larves des moustiques. Donc, c'est un outil biologique de lutte contre les moustiques. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a moins de produits chimiques répandus dans l'environnement. Mais en éliminant souvent ces vecteurs-là, en asséchant les marais, par exemple, où les moustiques se reproduisent, donc il y a moins de moustiques. S'il y a moins de moustiques, il y a moins de personnes infectées. Ici, une autre, je vais vous montrer une petite vidéo, okay, parce que les tiques, c'est quand même relativement nouveau. Ben, les tiques, c'est pas nouveau, mais les tiques qui sont porteuses de la bactérie Borrelia burgdorferi, qui cause la maladie de Lyme, sont quand même relativement nouvelles au Québec. Okay? Il y a 20 ans, même plus que ça, on va dire 25 ans peut-être, quand j'ai commencé mon bac en 96, on ne parlait pas des tiques et de la maladie de Lyme. Okay? C'était des infections qu'on retrouvait plus aux États-Unis, peut-être un petit peu plus, on va dire, au milieu et au sud des États-Unis. Mais avec le réchauffement climatique, puis le déplacement des souris sur lesquelles souvent ces tiques-là sont, okay? Soit les souris, ça peut être les chevreuils aussi, là, donc les animaux par lesquels les tiques voyagent. Donc, ces animaux-là migrent vers le nord. Donc, à ce moment-là,
là, on a depuis, on va dire, peut-être 10-15 ans, là, beaucoup plus de cas de maladie de Lyme. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous explique comment retirer la tique, soit sur vous ou vos animaux, si jamais vous êtes piqué. Puis aussi, chose importante, ce ne sont pas toutes les tiques qui sont porteuses de l'infection. Donc, si vous retirez une tique, conservez-la, mettez-la dans un petit pot, puis amenez-la soit à l'hôpital ou quoi que ce soit, et eux vont pouvoir faire une analyse pour voir si la tique qui vous a piqué était porteuse de la bactérie, et si elle l'était, on pourra peut-être vous administrer à ce moment-là un traitement antibiotique. Donc, la vidéo est en anglais, mais vous allez bien comprendre, je crois. So the reason you don't want to really hurt the tick is actually that the tick is feeding on you and salivating. And so when you burn the tick, it salivates even more. Pretty much you're scaring it and it just goes bleh into you. And that's what you want to avoid because in the saliva you have potential pathogens. So you want to avoid that. The safe way to remove ticks is to take your tweezers and you want to go as close to the skin as possible and you want to hold on to your tick and what you're going to be doing is you're going to hold on and you're going to pull straight up. Slowly, steadily. You don't want to twist, you don't want to jerk, you just want very steadily to hold on to your tick like this and pull up. Like that. Now you have your tick. The mouth parts are there. People worry about not having the head stay into you. They don't really have a head to speak of. All they put in there is little mouth parts. They're sinking their teeth into you. And so the teeth, when you remove them that way, you can see them. They're right there. The place where you had your tick, always a good idea to disinfect with alcohol and to monitor the area just to make sure wood ticks don't transmit Lyme disease, so you wouldn't have a problem with that. That said, they are a little critter that lives in the wild, and there could be some kind of bacteria, or even just because there's a hole in your skin, you could have staph infection or anything like that. So just clean the area with alcohol or soap and water and keep an eye on it. Donc voilà pour ça. Vous pouvez aussi lire là, le texte qui est là-dessus, qui est une brochure distribuée par le gouvernement du Québec. Puis aussi, vous voyez là, sur l'image, donc on voit la tique, mais vous voyez l'espèce de cible qui est là. Ça, c'est vraiment une caractéristique. Quand vous vous faites piquer par la tique et que l'infection est présente, la maladie de Lyme, ça va vraiment faire des marques en forme de cible, comme vous le voyez là. Donc, c'est vraiment caractéristique de l'infection. Ici, ce n'est pas à apprendre, mais c'est juste pour vous montrer là, les différents vecteurs et les maladies qu'elles peuvent transmettre. Donc, vous avez une série de moustiques, là, Aedes, Anopheles, Culex, et toutes les infections qu'elles peuvent transmettre, donc les plus fréquentes. C'est souvent des maladies tropicales, là. Le virus chikungunya, la dengue, Zika, fièvre jaune, ce sont toutes des infections virales. Paludisme, dans ce cas-ci, c'est une infection par des protozoaires. Virus du Nil, qui est peut-être un des seuls qu'on retrouve vraiment ici au Québec. Mais jadis, il y a déjà eu du paludisme au Québec, il y a déjà eu de la fièvre jaune aussi, mais on a éliminé ça en asséchant des marais et tout. On a éliminé le problème à la base. Mais vous avez les maladies, les symptômes, les traitements, la vaccination, si elle est disponible, et comment on peut prévenir. Donc, il y a plein d'informations là-dedans. C'est plus culture personnelle, si vous voulez y jeter un coup d'œil. Et ça termine, en fait, la série de chapitres sur les micro-organismes eucaryotes, donc dans lesquels on retrouvait les protozoaires, les helminthes et maintenant les arthropodes, donc les parasites eucaryotes. Donc, je vous invite à compléter votre glossaire. Faites-le de façon assidue pour acquérir tout ce vocabulaire-là. Et je vous demande de lire, c'est toujours important, gang, le chapitre correspondant dans le fauché, et de répondre aux questions des pages 80 à 83, dans ce cas-ci, pour la 3e édition du volume. Je peux prendre des questions là-dedans pour l'examen, puis je peux, encore une fois, prendre des questions comme celle-là aussi. Donc, pratiquez-vous. Si vous voulez vérifier vos réponses, vous pouvez m'écrire un mio et je vais y répondre avec plaisir. Donc,
c'est tout pour cette capsule. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. Bonne fin de journée.